La pandémie est impensable sans la notion de lieu. Chaque récit de la peste noire en Europe, arrivé en 1347, s'accompagne de spéculations sur son origine. Loin à l'est, proche de la Chine, disent les chroniques contemporaines. Le VIH-Sida est arrivé en Occident avec un discours anxieux sur son origine supposée en Afrique. Trump n'a exposé la logique xénophobe du discours de la peste qu'en insistant pour appeler Covid-19 le virus chinois ou le virus Wuhan. La pandémie est impensable sans la notion de lieu, mais dans un sens fondamental, la pandémie est impensable. Elle dépasse les distinctions qui régularisent habituellement le monde pour nous. Elle fait s'effondrer les frontières entre moi et les nombreux autres qui constituent ma vision du monde. C'est en partie la raison pour laquelle une panique surgit lors d'une pandémie sur la question de ses origines. Il devient crucial de créer une origine pour que tout espace ne devienne pas intolérablement hétérogène et multiple. La pandémie est impensable sans la notion de lieu. Mais alors le lieu, la location, la place sont impensables pendant la pandémie. Elle devient une affaire de tous les peuples, pandémos. Le monde devient un espace de panique. Pan, le dieu de la forêt, dont le cri suscitait le terreur dans le genre de la vie. Le cri de la nature sauvage qui menace l'apocalypse, l'excès du tout. Cratil de Platon, le logos révèle toute chose, to pan. La panique, la provocation et la représentation est le retour d'une divinité au monde, au séculum, le monde sécularisé dans lequel nous vivons. Même au Moyen-Âge religieux, la panique de la pandémie posait une menace pour la confiance en l'ordre cosmologique. Dans un récit remarquable parce qu'il anticipe si clairement ce que nous tous faisons en ce moment. Le grand poète français du XIVe siècle, Guillaume de Machaut, décrit comment, en novembre 1349, lors de la peste noire, il s'est isolé dans sa chambre et dans son esprit. Ce qui est le plus horrible pour lui, dit-elle, c'est que maintenant, peu de gens vénèrent Dieu. Il n'y a plus d'ordre, ordonnance, et chacun est devenu la site de sa propre ruine. Chacune ses pères. Pourtant, il y a encore plus de ruines. L'esprit est devenu encore incapable de donner un sens à l'effondrement du monde. La pandémie dépasse la ressource de la représentation. Elle est si différente de toute autre chose qu'il ne peut y avoir aucun souvenir, dont homme peut avoir mémoire, mais aucune trace dans les textes historiques, car je ne suis pas vrai en histoire, lisant nulles si merveilleuses. Formé sur les textes de Machaut, Geoffrey Chaucer, le poète le plus important de l'Angleterre médiévale, inscrit la fossé entre l'imaginaire de l'ordre et la reconnaissance inconsciente que nous vivons dans les ruines du monde. Son poème « Le Conte chevalier » The Knight's Tale se termine par un discours triomphal prononcé par Thésée, le roi d'Athènes, à l'extérieur duquel se trouve le bosquet du pin, qui célèbre l'ordre que Jove garantit, soi-disant, dans chaque événement mondial. L'univers est d'ordre total. Mais Thésée a tort. Le monde n'est pas gouverné par Jove, mais par Saturne. Il est le dieu de la ruine, le père de la peste.
mais personne dans le monde du poème ne le sait. Cette ignorance est l'inconscient de la peste, sa crypte qui scelle l'insupportable vérité de la catastrophe des vivants. Nous n'entrevoyons la vérité que à travers les fissures du langage. Comme presque tous les écrivains dans le sillage de la peste, à l'exception de Machaut et Boccaccio, Chaucer n'écrit à ce sujet qu'indirectement. Je dirais qu'il écrit à ce sujet de manière sibylline, cryptique. Comme les écrivains pendant près de 40 ans après la peste noire, il se réfère d'une manière qui scelle ou détourne l'entendu de l'horreur comme si elle était encore irreprésentable. Ce qui est remarquable et dévastateur, c'est que la mort massive ne pouvait être appréhendée, saisie, prise en charge, begriffen dans le corps ou dans le concept. La morbidité du festival que nous, Huizinga, Ariel, Benjamin, associons au Moyen-Âge n'est apparue que lorsque la catastrophe était devenue assez éloignée pour être approchée par les représentations. La figure des archives a remplacé la crypte. Nous n'avons plus confiance au fait que nous puissions comprendre la mort, mais nous pouvons enregistrer notre préoccupation avec elle. L'incapacité à saisir la qualité de la mort est remplacée par l'initiative à calculer son étendue, à enregistrer en termes quantitatifs, voire sociologiques, l'ensemble de son domaine. Paris a commencé l'initiative. Au cours de la première vague de la peste noire à Paris, jusqu'à 500 cadavres ont été transportés chaque jour au cimetière des innocents. Il était si plein à la fin du siècle que des bâtiments ont été érigés autour du cimetière pour contenir des eaux déterrées, afin de créer de la place pour des cadavres encore frais. Ces eaux étaient disposées en piles visibles, le crâne tourné souvent vers l'extérieur, à travers des ouvertures dans les murs et le toit. Les corps de mort, bref, ont été exposés. Cette exposition de mort a permis une nouvelle ressource de représentation, l'archive, la démonstration publique de la présence de la mort. L'œuvre d'art la plus célèbre de l'Église des Saints Innocents était la première danse de la mort, connue la danse macabre. Peinte le long des murs sud de la carte autour du cimetière, la danse macabre comprenait une représentation de membres de tous les rangs sociaux, du pape, de l'empereur et du roi, aux paysans, à l'enfant et à l'ermite. La Romuald était un enregistrement ou une archive de la totalité de la mort, ou du moins une tentative de la représenter. La mort a commencé à être imaginée comme une relation sociale, quelque chose à saisir dans les archives, le site de la mémoire communautaire et la représentation extérieure des arts de la règle. La mort, en d'autres termes, est devenue publique. Pourtant, l'histoire de la modernité en Occident, nous dit-on, est une histoire de l'invention de la vie privée, de l'interdit de la mort. Et la modernité est liée à la mortalité, à la conviction radicale de la finitude. La mortalité est devenue la plus propre, quelque chose que personne d'autre ne peut expérimenter pour vous, garant de votre contingence radicale, mais aussi de la totalité absolue de la subjectivité. Pourtant, cette pandémie que nous vivons remet en question la protection de la vie privée. D'une part, nous avons l'isolement radical de soi, ou de moi, en théorie, surtout dans l'expérience de la mort. Personne n'est là avec le mourant, personne n'est là avec le pleureux.
Dans certaines centaines de personnes sont mortes seules. Parents et amants ne peuvent regarder la mort qu'à distance, sur leur téléphone ou ordinateur portable. Ceux qui sont restés avec lui ne peuvent pas toucher le corps, ne peuvent pas l'embrasser et souvent ne peuvent même pas assister à l'enterrement. Mais cette expérience elle-même ne doit pas nécessairement être un deuil sans fin, une hécatombe de signes. En pandémie, je suis la mort de l'autre. Cette terrible retraite de la communauté et des logiques de la socialité signifie l'atteinte d'une socialité que nous ne pouvons pas littéralement embrasser. Cela signifie regarder au cours de la vie privée et y trouver un engagement à une relation au-delà de la mort de l'autre. Cela signifiait soutenir une idée de relation qui est encore à venir. L'évitement de cette relation est clair dans la prétendue protestation libertaire contre les ordres de lockdown, les appels à la libération. Ce genre de liberté signifie une étreinte de finitude, une finitude de communauté, une finitude de souffrance, une finitude du soin de l'autre. Surtout quand je suis la mort de l'autre, la protestation contre l'isolement et la ruine de la communauté, exposant l'une des contradictions capitales de la construction de la subjectivité bourgeoise connaissent. Comme le XVe siècle, nous devons accepter la mort de l'autre. Nous devons reconnaître que nous sommes la mort de l'autre. Nous devons permettre à la finitude de s'entendre dans le monde nouveau. Nous devons redécouvrir que la mort publique existe et que nous devons trouver un langage et un concept pour elle au-delà de la certitude radicale de notre propre finitude. Ce que nous avons perdu en Occident depuis le Moyen-Âge peut être l'expérience de la mort en tant que phénomène social. Par rapport au Ghana, où les funérailles durent une semaine, les rituels de deuil de l'Occident sont discrets et intimes. Mais au cours des derniers mois, ils sont devenus trop intimes. Personne n'est là avec le mourant. Personne n'est là avec le pleureux. Pleurer publiquement avec d'autres personnes, c'est aussi en ce moment étendre l'emprise de la mort en infectant d'autres personnes. Ce que nous devons faire est d'embrasser la possibilité de relations humaines sans pouvoir en faire l'expérience. L'écriture critique suppose qu'il existe un lieu de reconnaissance ou de révélation finale, bien qu'il nous soit interdit ou restreint. La littérature des archives reconnaît l'absence de lieu. Il représente l'absence, mais pas absolument. Il inscrit également l'absence, ne serait-ce que parce qu'elle est inscription. Dans cette pandémie, nous ne pouvons pas entrer en relation avec les lieux, car la production de relations sociales par lieu a disparu. C'est précisément l'espace qui est évacué. Mais l'impossibilité de trouver une relation en place est le sujet même de l'écriture archivistique. Dans le pas